Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car notre combat est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Ma'at, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons essayer, esquisser, une analyse des causes profondes des changements anticonstitutionnels en Afrique. Vous le savez très bien, il y a eu un sommet à Malabo, en Guinée équatoriale, qui a réuni tous les chefs d'État, enfin la majorité, beaucoup de chefs d'État africains, au thème, pour discuter sur deux thèmes, les changements anticonstitutionnels et la lutte contre le terrorisme. Mais, à mon humble avis, je pense que la question a été mal abordée. Le débat n'a pas été élevé à la hauteur des problèmes de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce débat n'a pas posé sur la table les causes, les origines des changements anticonstitutionnels. On s'attaque seulement aux changements anticonstitutionnels sans connaître d'où ça vient, pourquoi nous avons des changements anticonstitutionnels. Et je pense que ça, c'est un défaut, c'est une erreur monumentale de la part des chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis à Malabo. On ne peut pas régler les problèmes africains parce qu'il y a quelqu'un en Occident, notamment la France ou les États-Unis ou ses alliés, qui claque du doigt, qui dit « bon, vous avez tel problème en Afrique ». C'est notre continent, c'est nous qui subissons les conséquences de ces causes anticonstitutionnelles. C'est nous qui subissons ça. Si ça pose un grand problème, un sérieux problème, c'est nous qui le subissons. Donc c'est à nous d'apporter des solutions aux problèmes africains. On ne fait pas, on n'apporte pas des solutions de l'étranger. On n'exporte pas des solutions pour régler des problèmes comme celui-ci. C'est tellement important qu'on ne peut pas les prendre à la légère. Il faut d'abord et avant tout diagnostiquer la situation, bien maîtriser la situation, connaître exactement d'où ça vient, pourquoi nous avons ces changements anticonstitutionnels et quelles sont les conséquences. Est-ce que tous les changements anticonstitutionnels ont des conséquences néfastes pour l'Afrique? Oui ou non?
Et c'est ça que nous essayons de faire actuellement. Moi, je vois quelques causes fondamentales, deux causes principales. D'abord, les ingérences, ensuite le terrorisme. Mais il y a une troisième cause qu'on aborde rarement, très très rarement, qui est les programmes d'ajustement structurel. Qu'est-ce qui se passe? Ingérence d'abord. Nous avons vu qu'en Afrique, lorsqu'il y a élection, tous les présidents, tous les leaders occidentaux s'ingèrent, ils s'y mêlent, les gouvernements occidentaux, notamment européens et américains. C'est eux qui jugent si la personne a été bien élue ou mal élue. Ce que nous ne faisons pas chez eux. Quand il y a élection en Afrique, ce sont les Nations Unies parfois qui viennent même proclamer le résultat, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies disent que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a gagné, c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Voyez, donc les Nations Unies remplacent les institutions. Or, aux Nations Unies, nous ne sommes pas représentés au Conseil de sécurité, puisque les décisions, les grandes résolutions sont prises par le Conseil de sécurité. Les décisions ou les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas contraignantes. Mais celles du Conseil de sécurité sont contraignantes, elles peuvent avoir des conséquences, même militaires. Et on a vu que par le passé, la Russie et la Chine avaient toujours opté pour la neutralité. Bon, laisser les Occidentaux faire ce qu'ils veulent de l'Afrique. Donc, ils n'utilisaient pas leur droit de veto. Ce qui faisait que lorsque un pays européen, notamment la France, décide dans son précaré que non, ce n'est pas lui le bon candidat, alors au Conseil de sécurité, on lui donne la résolution, tout de suite, elle est votée, et ils peuvent boycotter l'action. On met le pays sous embargo, on ceci, et on détruit carrément le pays. Ils ont fait ça en Libye. Et là, en Libye, c'est encore plus grave, puisque même la résolution qu'ils avaient reçue du Conseil de sécurité de l'ONU n'avait pas été respectée, puisqu'on ne leur avait pas demandé d'aller tuer Kadhafi ou de détruire la Libye. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait, et voilà ce qui se passe. Donc, les ingérences occidentales, quand ils font du chantage à nos leaders, ils se disent que toi, tu n'es pas le bon président, et maintenant, ce leader qui a été élu est soumis à une pression de leur part. Et du coup, il est obligé de donner, de sacrifier les matières premières, puisque leur objectif, c'est les matières premières, c'est le contrôle du pays. Et quand il fait ça, même s'il a été élu régulièrement, il devient en porte-à-faux avec les populations. Vous voyez, c'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'il y a élection dans un pays, parce qu'il donne quelques miettes, parce qu'il ne donne rien en fait, puisque c'est de l'argent qu'il donne là, ça a toujours été de l'argent que les pays vont rembourser. Maintenant, quand ils disent que non, bon, cette personne-là n'est pas favorable à nos intérêts, ils s'organisent tous. L'Occident s'organise. Tous, ils s'organisent. À l'unanimité, ils disent que non, ce n'est pas lui qui a été élu. Ils ont triché, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Alors que la personne, parfois, a été bien élue. Maintenant, quand il y a cette situation, la pression est telle que celui qui a été désigné président ou chef de gouvernement, pour avoir les faveurs de la France, il est obligé de céder, d'abandonner le programme qu'il a amené, que la population a soutenu, pour opter pour un programme que les Occidentaux, eux, veulent. Et ce programme-là a toujours été, contraire à la volonté de nos peuples, la volonté et la souveraineté de nos peuples. Et du coup, ce leader est contraint d'échouer. Il va vers l'échec. Il a donc le choix entre abandonner son peuple et soutenir les Occidentaux, ou bien mener la guerre aux Occidentaux, et là, il est sous embargo. En général, ils choisissent toujours de mettre un bémol, de satisfaire les besoins des Occidentaux
au mépris de la volonté des peuples. Et là, ils sont en porte-à-faux avec le peuple. Il y en a qui se transforment finalement en dictateurs parce que justement, ils sont mal appréciés par les populations. La deuxième cause, en dehors des ingérences, c'est le terrorisme. Vous voyez, quand on a parlé de changement anticonstitutionnel lors du sommet de Malabo, en fait, il visait beaucoup plus le Mali, un peu le Burkina Faso et pratiquement pas la Guinée. Mais c'est d'abord le Mali. Parce qu'ils n'ont pas jamais visé le Tchad, puisque le Tchad, Idriss Déby, a été placé à Doubé par la France. Donc ça, c'est un changement anticonstitutionnel légal et normal. Mais en fait, c'est surtout d'abord le Mali, parce que le Mali, malheureusement, a des relations. Heureusement ou malheureusement, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, a des relations avec la Russie. Parce que eux, ils sont les ennemis de la Russie. Et ça, en principe, ce n'est pas notre problème. Bref, on accuse ces pays. Pourquoi il y a eu changement dans ces pays-là? Notamment au Burkina Faso et au Mali. C'est à cause du terrorisme. Parce qu'il y a le terrorisme, ça fait que les populations en ont marre de cette insécurité, ils se révoltent et jusqu'à pousser l'armée à prendre le pouvoir. Dans les deux cas, Mali, Burkina Faso. C'est un peu différent de la Guinée. Pourquoi? Parce que la Guinée, c'est un problème où Alpha Condé avait lui-même été élu sur la base anticonstitutionnelle, puisqu'il avait changé la constitution pour avoir un troisième mandat. Et donc, quand le coup d'État est arrivé, pour la population, c'était un ouf. Ah, on est venu nous sauver. Mais pour le Mali, c'est parce qu'il y a eu le terrorisme. Mais le terrorisme est venu d'où? Et c'est ça qu'il faut surtout comprendre. Le terrorisme n'est pas venu du ciel. Le terrorisme n'est pas organisé par les Africains. Le terrorisme est venu de l'extérieur, notamment de la Libye. Une Libye que eux, les Occidentaux, ont détruite. Une Libye où ils ont transporté des terroristes pour faire la guerre à Kadhafi, pour tuer Kadhafi, et ils les ont pris, ils les ont emmenés dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Maintenant, nos gouvernements n'étant pas préparés à faire face au terrorisme, et notamment le Mali qui n'avait pas les moyens. Et pourquoi il n'avait pas les moyens? Puisque l'armée française qui a toujours contrôlé le pays a détruit tout l'arsenal militaire malien. L'armée française a même empêché aux militaires maliens de poursuivre jusqu'au bout les terroristes dans la région de Kidal. Donc vous voyez là que, en fait, le terrorisme a été importé. Il est venu de l'étranger. Et on nous a imposé ce terrorisme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le Mali tout de suite sous embargo. Pour qu'il ne puisse pas avoir des armes pour lutter contre le terrorisme et pour qu'il puisse compter seulement sur l'armée française et les armées occidentales, notamment européennes. Voyez, on nous met dans une situation où on ne peut pas s'en sortir, on est dans un étau. Et cet étau ne fait que se resserrer. Au point où quand la France arrive, le Mali est occupé à 5%. 8 ans plus tard, le Mali est occupé à 80%. La population s'est révoltée. Pendant plusieurs mois, il ne faisait que marcher toutes les semaines, au point de paralyser le pays et d'aller vers une guerre civile. C'est là que les militaires se sont dit, nous devons prendre nos responsabilités, et ils ont pris leurs responsabilités. Maintenant, quand ils prennent leurs responsabilités, ils se rendent compte qu'ils ont une armée défaillante, démunie. Donc, il faut régler ce problème-là. Et là,
ils vont faire recours à la Russie, puisque la France et les États-Unis ont mis le pays sous embargo. Donc, ils ne peuvent rien faire. Et c'est la Russie qui vient, qui les aide, leur donne, vend des armes, et puis maintenant, on le voit, le résultat est là. Et l'Union africaine n'a pas fait le constat du résultat qu'on est en train de voir, de l'organisation. Pareil, c'est la même chose pour le Burkina Faso. Le terroriste, c'est le même terroriste qui vient de la Libye. Et aujourd'hui, on voit que le Burkina Faso est tant bien que mal en train de lutter sans l'aide de la France. Et c'est ce que nous voulons. Nous avons des armées qui sont capables, puisqu'ils sont sortis des mêmes écoles que les officiers occidentaux. Donc il suffit de leur donner une logistique, ils vont faire le boulot. Vous voyez, donc il y a un problème qui est là, c'est que l'Union africaine n'a pas regardé, n'a pas étudié quelles sont les causes de ce terrorisme. Et elle n'a pas évalué le résultat depuis que l'armée française est en partance. Elle résiste, elle ne veut pas partir, elle trouve des moyens. Même les Nations Unies ne sont pas capables de régler le problème du terrorisme. Surtout eux, ce n'est même pas la peine, puisqu'ils sont au Congo depuis plus de 30 ans maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Congo, la situation ne cesse de s'aggraver maintenant, puisqu'il y a maintenant des conflits entre le Congo démocratique et le Rwanda. Alors qu'il y a une force des Nations Unies, la plus grande force militaire des Nations Unies dans le monde se trouve au Congo. Ils n'arrivent pas à réguler cette situation. C'est incroyable. C'est ça le vrai problème africain. Et il y a une troisième cause, qui n'est pas les moindres, c'est celle de programmes d'ajustement structurel. Vous avez des populations à qui on interdit, les gouvernements à qui on a soumis un programme à respecter. Il ne faut pas financer l'éducation, donc vous ne formez pas des jeunes, vous ne formez pas les cadres. Il ne faut pas financer la santé, les gens sont malades. Il ne faut pas financer l'industrialisation. Donc, on se retrouve au chômage. Et c'est une population qui n'a aucune aide sociale. Du coup, c'est une proie facile pour les terroristes. C'est-à-dire qu'il suffit d'être un peu humain pour comprendre que la lutte contre le terrorisme ne passe pas par la démocratie. Non, c'est faux. C'est archi faux. Sinon, le Mali ne pouvait pas être victime. Le Mali a passé 30 ans, au moins 30 ans, où il y a des élections alors, régulières et pratiquement qui ne sont pas contestées. 30 ans. Et pourtant, pendant près de 10 ans, le terrorisme a fait des ravages. Et la France était là, présente. Et quand il parle de la lutte contre les changements anticonstitutionnels, on ne parle pas du Tchad. Alors que le Tchad, c'est même plus sérieux, puisque le Tchad, c'est le fils qui a remplacé le père, qui a été assassiné. Visiblement avec la complicité du fils. Si ce n'est pas avec sa complicité, le fils savait que son père a été tué. Il connaît l'assassin de son père. Mais il doit se taire en échange du pouvoir qu'on lui remet dans les mains. Le temps de préparer Moussa Faki, qui leur rend de grands services à l'Union africaine, en tant que président de la Commission de l'Union africaine. Voilà! Et ça, c'est encore de l'ingérence de leur part. Ce sont eux qui préparent un candidat pour l'amener, pour lui donner le pouvoir. Et quand il viendra, il ne fera pas mieux que même Déby, le fils qui est là. Il ne fera pas mieux. Il ne faut même pas se leurrer. Parce qu'il vient pour détruire encore l'Afrique, puisque le Tchad a toujours été le pays déstabilisateur de l'Afrique centrale. C'est le pays où on a toujours formé des terroristes, jusqu'à preuve de contraire. Bozizé est où? Bozizé est au Tchad. C'est là-bas qu'il attend son retour au pouvoir, alors qu'il est recherché par l'Organisation des Nations Unies pour crimes de guerre.
Voilà, bien-aimés frères et sœurs, les trois causes fondamentales que je trouve qui sont liées au changement anticonstitutionnel. Maintenant, est-ce que tout changement anticonstitutionnel est bon ou mauvais? Ça, c'est une question que nous allons débattre dans une autre vidéo. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée, je le répète encore, à la haine ou à la violence. Nous sommes une force tranquille. Et je l'ai toujours dit, il y a Bakolerve, il y a Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.